Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, qui est un roman historique de Cap et d'Épée et qui est paru en 1863. Je vais donc poursuivre cette lecture et nous en étions au chapitre 3 qui s'intitule L'auberge du soleil bleu. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. C'était un pauvre ramassis de cahutes, qu'en tout autre lieu, moins sauvage, on n'eût pas songé à baptiser du nom de hameau, que l'endroit où les bœufs, fatigués, s'arrêtèrent d'eux-mêmes, secouant d'un air de satisfaction les longs filaments de bave pendant de leurs mufles humides. Le hameau se composait de 5 ou 6 cabanes éparses sous des arbres d'une assez belle venue, dont un peu de terre végétale, accrue par les fumiers et les détritus de toutes sortes, avait favorisé la croissance. Ces maisons, faites de torchis, de pierrailles, de troncs à demi équarris, de bouts de planches, couvertes d'un grand toit de chaume bruni de mousse et tombant presque jusqu'à terre, avec leurs hangars où traînaient quelques instruments aratoires, déjetés et souillés de boue, semblaient plus propres à loger des animaux immondes que des créatures façonnées à l'image de Dieu. Aussi, quelques cochons noirs les partageaient-ils avec leurs maîtres, sans montrer le moindre dégoût, ce qui prouvait peu de délicatesse de la part de ces sangliers intimes. Devant les portes se tenaient quelques marmots au gros ventre, aux membres grêles, au teint fiévreux, vêtus de chemises en guenilles, trop courtes par derrière ou par devant, ou même d'une simple brassière lacée d'une ficelle, nudité qui ne paraissait gêner leur innocence non plus que s'ils eussent habité le paradis terrestre. À travers les broussailles de leur chevelure vierge, du peigne brillait, comme des yeux d'oiseaux, de nuit, à travers des branchages, leurs prunelles phosphorescentes de curiosité. La crainte et le désir se disputaient dans leur contenance. Ils auraient bien voulu s'enfuir et se cacher derrière quelques haies, mais le chariot et son chargement les retenaient sur place par une sorte de fascination. Un peu en arrière, sur le seuil de sa chaumine, une femme maigre, au teint hâve, aux yeux bistrés, berçait entre ses bras un nourrisson famélique. L'enfant pétrissait de sa petite main déjà brune une gorge tarie un peu plus blanche que le reste de la poitrine et rappelant encore la jeune femme dans cet être dégradé par la misère. La femme regardait les comédiens avec la fixité morne de l'abrutissement, sans paraître bien se rendre compte de ce qu'elle voyait. Accroupie, à côté de sa fille, la grand-mère, plus courbée et plus ridée qu'Écube, l'épouse de Priam, roi d'Ilion, rêvassait, le menton sur les genoux et les mains entrecroisées sur les os des jambes, en la position de quelque antique idole égyptiaque. Des phalanges formant jeu d'osselets, des lacis de veines saillantes, des nerfs tendus comme des cordes de guitare, faisaient ressembler ces pauvres vieilles mains tannées à une préparation anatomique anciennement oubliée dans l'armoire par un chirurgien négligent. Les bras n'étaient plus que des bâtons sur lesquels flottait une peau parcheminée, plissée aux articulations de rides transversales, pareilles à des coups de hachoir. De longs bouquets de poils hérissaient le menton. Une mousse chenue obstruait les oreilles. Les sourcils, comme des plantes pariétaires à l'entrée d'une grotte, pendaient devant la caverne des orbites, où sommeillait l'œil à demi voilé par la flasque pellicule de la paupière. Quant à la bouche, les gencives l'avaient avalée, et sa place n'était reconnaissable que par une étoile de rides concentriques.
À la vue de cet épouvantail séculaire, le pédant, qui marchait à pied, se récria. « Oh, l'horrifique, désastreuse et damnable vieille! À côté d'elle, les parcs sont des poupines. Qu'elle est si confite et vétustée, si obsolète et moisie, qu'aucune fontaine de jouvence ne la pourrait rajeunir. C'est la propre mère de l'éternité. Et quand elle naquit, si jamais elle vint au monde, car sa nativité a dû précéder la création, le temps avait déjà la barbe blanche. Pourquoi maître Alcofriba Nazier ne l'a-t-il pas vue avant de pourtraire sa sibylle de Panzouste, ou sa vieille émouchetée par le lion avec une queue de renard? Il eût su alors ce qu'une ruine humaine peut contenir de rides, lézardes, sillons, fossés, contrescarpes, et il en eût fait une magistrale description. Cette sorcière a été sans doute belle en son avril, car ce sont les plus jolies filles qui font les plus horribles vieilles. Avis à vous, mesdemoiselles, continua Blasius, en s'adressant à Isabelle et à la Séraphina, qui s'étaient rapprochées pour l'entendre. Quand je songe qu'il suffirait d'une 60aine d'hivers jetés sur vos printemps pour faire de vous d'aussi hordes, abominables et fantasmatiques vieilles que cette momie échappée de sa boîte, cela m'afflige en vérité et me fait aimer ma vilaine trogne, qui ne saurait être muée ainsi en larve tragique, mais dont, au contraire, les ans perfectionnent comiquement la laideur. Les jeunes femmes n'aiment pas qu'on leur présente, même dans le lointain le plus nuageux, la perspective d'être vieille et laide, ce qui est la même chose. Aussi, les deux comédiennes tournèrent-elles le dos au pédant avec un petit haussement d'épaule dédaigneux, comme accoutumées à de pareilles sottises, et se rangeant près du chariot dont on déchargeait les malles, parurent-elles fort occupées du soin qu'on ne brutalisa point leurs effets. Il n'y avait pas de réponse à faire au pédant. Blasius, en sacrifiant d'avance sa propre laideur, avait supprimé toute réplique. Il usait souvent de ce subterfuge pour faire des piqûres sans en recevoir. La maison, devant laquelle les bœufs s'étaient arrêtés avec cet instinct des animaux qui n'oublient jamais l'endroit où ils ont trouvé probant des litières, était une des plus considérables du village. Elle se tenait avec une certaine assurance sur le bord de la route, d'où les autres chaumines se retiraient honteuses de leur délabrement et masquant leur nudité de quelques poignées de feuillage, comme de pauvres filles laides surprises du bain. Sûre d'être la plus belle maison de l'endroit, l'auberge semblait vouloir provoquer les regards et son enseigne tendait les bras en travers au chemin, comme pour arrêter les passants à pied et à cheval. Cette enseigne, projetée hors de la façade par une sorte de potence en serrurerie à laquelle, au besoin, l'on eût pu suspendre un homme, consistait en une plaque de tôle rouillée, grinçant à tous les vents sur sa tringle. Un barbouilleur de passage y avait peint l'astre du jour, non avec sa face et sa perruque d'or, mais avec un disque et des rayons bleus à la manière de ces ombres de soleil, dont l'art héraldique parsème quelquefois le chant de ses blasons. Quelle raison avait fait choisir le soleil bleu pour montre de cette hôtellerie? Il y a tant de soleil d'or sur les grandes routes qu'on ne les distingue plus les uns des autres. Et un peu de singularité ne messied pas en fait d'enseigne. Ce motif n'était pas la véritable, quoiqu'il pût sembler plausible. Le peintre, qui avait tracé cette image, ne possédait plus sur sa palette que du bleu. Et pour se ravitailler en couleurs, il eût fallu qu'il fît un voyage jusqu'en quelques villes d'importance. Aussi prêchait-il la précédence de l'azur au-dessus des autres teintes et peignait-il
en cette nuance céleste, des lions bleus, des chevaux bleus et des coqs bleus sur les enseignes de diverses auberges. De quoi les Chinois l'eussent loué, qui estiment d'autant plus l'artiste qu'il s'éloigne de la nature. L'auberge du Soleil bleu avait un toit de tuiles, les unes brunies, les autres d'un ton vermeil. Encore, qui témoignait des réparations récentes et prouvait qu'au moins, il ne pleuvait pas dans les chambres. La muraille, tournée vers la route, était plâtrée d'un crépi à la chaux qui en dissimulait les gerçures et les dégradations, et donnait à la maison un certain air de propreté. Les poutrelles du colombage, formant des X et des losanges, étaient accusées par une peinture rouge à la mode basque. Pour les autres faces, on avait négligé ce luxe. Et les tons terreux du pisé apparaissaient tout crûment. Moins sauvage ou moins pauvre que les autres habitants du hameau, le maître du logis avait fait quelques concessions aux délicatesses de la vie civilisée. La fenêtre de la belle chambre avait des vitres, chose rare à cette époque et en ce pays. Les autres baies contenaient un cadre tendu de canevas ou de papier huilé, où se bouchait d'un volet peint du même rouge sang de bœuf que les charpentes de la façade. Un hangar, attenant à la maison, pouvait abriter suffisamment les coches et les bêtes. D'abondantes chevelures de foin passaient entre les barreaux des crèches, comme à travers les dents d'un peigne énorme, et de longues auges, creusées dans de vieux troncs de sapin plantés sur des piquets, contenaient de l'eau, la moins fétide qu'avaient pu fournir les mares voisines. C'était donc avec raison que maître Chiriguiri prétendait qu'il n'existait pas à 10 lieues à la ronde une hôtellerie si commode en bâtiment, si bien fournie en provisions et victuailles, si flambante de bon feu, si douillette en coucher, si assortie en draperie et vaisselle que l'hôtellerie du Soleil bleu. Et en cela, il ne se trompait pas. Et ne trompait personne, car la plus proche auberge était éloignée de 2 journées de marche au moins. Le baron de Sigognac éprouvait malgré lui quelque honte à se trouver mêlé à cette troupe de comédiens ambulants. Et il hésitait à franchir le seuil de l'auberge, car, pour lui faire honneur, Blasius, le tyran, le matamore et le Léandre lui laissaient l'avantage du pas. Lorsque l'Isabelle, devinant l'honnête timidité du baron, s'avança vers lui avec une petite mine résolue et boudeuse. « Fi, monsieur le baron, vous êtes à l'endroit des femmes d'une réserve plus glaciale que Joseph et qu'Hippolyte. Ne m'offrirez-vous point le bras pour entrer en cette hôtellerie ?» Sigognac, s'inclinant, se hâta de présenter le poing à Isabelle, qui appuya sur la manche râpée du baron le bout de ses doigts délicats, de manière à donner à cette légère pression la valeur d'un encouragement. Ainsi soutenu, le courage lui revint, et il pénétra dans l'auberge d'un air de gloire et de triomphe. Cela lui était égal que toute la terre le vît. En ce plaisant royaume de France, celui qui accompagne une jolie femme ne saurait être ridicule et ne fait que jaloux. Chiriguiri vint au-devant de ses hôtes et mit son logis à la disposition des voyageurs, avec une emphase qui sentait le voisinage de l'Espagne. Une veste de cuir à la façon des marégates, cerclée aux hanches, par un ceinturon à boucles de cuivre, faisait ressortir les formes vigoureuses de son buste. Mais un bout de tablier retroussé par un coin, un large couteau plongé dans une graine de bois, tempérait ce que sa mine pouvait avoir d'un peu farouche et mêlait à l'ancien contrabandista une portion de cuisinier rassurante. De même que son sourire bénin balançait l'effet inquiétant d'une profonde cicatrice qui, partant du milieu du front,
s'allait perdre sous des cheveux coupés en brosse. Cette cicatrice que Chirigiri, en se penchant pour saluer le béret à la main, présentait forcément au regard, se distinguait de la peau par une couleur violacée et une dépression des chairs qui n'avait pu combler tout à fait l'horrible hiatus. Il fallait être un solide gaillard pour n'avoir point laissé fuir son âme par une semblable fêlure. Aussi, Chirigiri était-il un gaillard solide et son âme, sans doute, n'était point pressée d'aller voir ce que lui réservait l'autre monde. Des voyageurs méticuleux et timorés eussent trouvé peut-être le métier d'aubergiste bien pacifique pour un hôtelier de cette tournure. Mais, comme nous l'avons dit, le Soleil Bleu était la seule hôtellerie logeable dans ce désert. La salle, dans laquelle pénétrèrent Sigognac et les comédiens, n'était pas aussi magnifique que Chirigiri l'assurait. Le plancher consistait en terre battue. Et au milieu de la chambre, une espèce d'estrade formée de grosses pierres composait le foyer. Une ouverture pratiquée au plafond et barrée d'une tringle de fer d'où pendait une chaîne s'agrafant à la crémaillère, remplaçait la hotte et le tuyau de cheminée, de sorte que tout le haut de la pièce disparaissait à demi dans le brouillard de fumée dont les flocons prenaient lentement un chemin de l'ouverture. Si par hasard, le vent ne les rabattait pas. Cette fumée avait recouvert les poutres de la toiture d'un glacis de bitume, pareil à ceux qu'on voit dans les vieux tableaux, et contrastant avec le crépi de chaux tout récent des murailles. Autour du foyer, sur 3 faces seulement, pour laisser au cuisinier la libre approche de la marmite, des bancs de bois s'équilibraient sur des rugosités de plancher calleux comme la peau d'une monstrueuse orange, à l'aide de tessons de peau ou de fragments de briques. Ça et là, flânaient quelques escabeaux formés de 3 pieux, s'ajustant dans une planchette que l'un d'eux traversait, de manière à soutenir un morceau de bois transversal qui pouvait à la rigueur servir de dossier à des gens peu soucieux de leur aise, mais qu'un sybarite eût assurément regardé comme un instrument de torture. Une espèce de huche, pratiquée dans une encoignure, complétait cet ameublement où la rudesse du travail n'avait d'égal que la grossièreté de la matière. Des éclats de bois de sapin, plantés dans des fiches de fer, jetaient sur tout cela une lumière rouge et fumeuse dont les tourbillons se réunissaient à une certaine hauteur au nuage du foyer. 2 ou 3 casseroles accrochées le long du mur comme les boucliers au flanc d'une trirème. Si cette comparaison n'est pas trop noble et trop héroïque pour un sujet pareil, s'illuminaient vaguement à cette lueur et lançaient à travers l'ombre des reflets sanguinolents. Sur une planche, une outre à demi dégonflée s'affaissait dans une attitude flasque et morte comme un torse décapité. Du plafond tombait sinistrement, au bout d'un croc de fer, une longue flèche de lard, qui parmi les flocons de fumée, montant de l'âtre, prenait une alarmante apparence de pendu. Certes, le taudis, malgré les prétentions de l'hôte, était lugubre à voir. Et un passant isolé aurait pu, sans être précisément poltron, se sentir l'imagination travailler de fantaisies maussades et craindre de trouver, dans l'ordinaire du lieu, quelqu'un de ces pâtés de chair humaine, fait aux dépens des voyageurs solitaires. Mais la troupe de comédiens était trop nombreuse pour que de semblables terreurs puissent venir à ces braves histrions. J'ai perdu ma phrase. À ces braves histrions. L'un était lugubre à voir, et poltron, se sentir, imagination. Désolée. Ah voilà, désolée. Mais la troupe des comédiens était trop nombreuse pour que de semblables terreurs puissent venir à ces braves histrions accoutumés d'ailleurs, par leur vie errante, aux plus étranges logis. À l'angle d'un des bancs, lorsque les comédiens entrèrent,
sommeillait une petite fille de 8 à 9 ans, ou du moins qui ne paraissait avoir que cet âge, tant elle était maigre et chétive. Appuyée des épaules au dossier du banc, elle laissait choir sur sa poitrine sa tête, d'où pleuvaient de longues mèches de cheveux emmêlés qui empêchaient de distinguer ses traits. Les nerfs de son col mince, comme celui d'un oiseau plumé, se tendaient et semblaient avoir de la peine à empêcher la masse chevelue de rouler à terre. Ses bras, abandonnés, pendaient de chaque côté du corps, les mains ouvertes, et ses jambes trop courtes pour atteindre le sol restaient en l'air, un pied croisé sur l'autre. Ses jambes, fines comme des fuseaux, étaient devenues d'un rouge brique par l'effet du froid, du soleil et des intempéries. De nombreuses égratignures, les unes cicatrisées, les autres fraîches, révélaient des courses habituelles à travers les buissons et les halliers. Les pieds, petits et délicats de forme, avaient des bottines de poussière grise. La seule chaussure sans doute qu'ils eussent jamais portée. Quant au costume, il était des plus simples et se composait de 2 pièces. Une chemise de toile si grossière que les barques en ont de plus fines pour leur voilure. Et une cotte de futaine, jaune, à la mode aragonaise, taillée jadis dans le morceau le moins usé d'une jupe maternelle. L'oiseau brodé de diverses couleurs qui orne d'ordinaire ces sortes de jupons faisait partie du lait levé pour la petite, sans doute parce que les fils de laine avaient soutenu un peu l'étoffe délabrée. Cet oiseau, ainsi posé, produisait un effet singulier, car son bec se trouvait à la ceinture et ses pattes au bord de l'ourlet, tandis que son corps, fripé et dérangé par les plis, prenait des anatomies bizarres et ressemblait à ces volatiles chimériques, des bestiaires ou des vieilles mosaïques byzantines. L'Isabelle, la Séraphine et la soubrette prirent place sur ce banc, et leur poids réuni à celui bien léger de la petite fille suffisait à peine pour contrebalancer la masse de la duègne, assise à l'autre bout. Les hommes se distribuèrent sur les autres banquettes, laissant par déférence un espace vide entre eux et le baron de Sigognac. Quelques poignées de bourrées avaient ravivé la flamme, et le pétillement des branches sèches qui se tordaient dans le brasier réjouissait les voyageurs, un peu courbaturés par la fatigue du jour, et ressentant à leur insu l'influence de la malaria, qui régnait dans ce canton entouré de croupilles, d'eau croupie que le sol imperméable ne peut résorber. Chiriguiri s'approcha d'eux courtoisement, et avec toute la bonne grâce que lui permettait sa mine naturellement rébarbative. Que servirai-je à vos seigneuries ? Ma maison est approvisionnée de tout ce qui peut convenir à des gentilshommes. Quel dommage que vous ne soyez pas arrivé hier, par exemple. J'avais préparé une hure de sanglier aux pistaches, si délicieuse au fumet, si confite en épices, si délicate à la dégustation, qu'il n'en est malheureusement pas resté de quoi mastiquer une dent creuse. Cela est en effet bien douloureux, dit le pédant en se pourléchant les babines de sensualité à ses délices imaginaires. La hure aux pistaches me plaît sur tous autres régals. Bien volontiers, je m'en serais donné une indigestion. Et qu'eussiez-vous dit de ce pâté de venaison, dont les seigneurs que j'hébergeais ce matin ont dévoré jusqu'à la croûte, après avoir mis à sac l'intérieur de la place, sans faire quartier ni merci. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit et à très bientôt.